Donc bonjour messieurs, merci beaucoup pour votre présence. Je crois qu'il y a des personnes avec nous sur le stream en ligne également. Donc bon, merci beaucoup de vous être rendu disponible pour assister à cette petite présentation concernant MangoPay et pas que le paiement sécurisé sur les marketplaces. Donc pour me présenter très rapidement, je suis donc Alexis Amar, Country Manager France pour MangoPay, que je vous introduirai dans la foulée, MangoPay évidemment. Et l'objectif, n'hésitez pas à m'ajouter sur les différents réseaux sociaux et notamment LinkedIn pour qu'on puisse rester en contact à l'issue de ce petit talk et discuter des différents sujets qui pourraient nous intéresser, le paiement, les marketplaces, et qu'on puisse échanger pas mal d'idées. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur ces réseaux sociaux. J'ai une première question avant de rentrer dans le vif du sujet que j'aime bien poser sur ce type d'event. Qui parmi vous a déjà réalisé un paiement sur l'une de ces plateformes ? Bon, tout le monde, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt très positif puisque ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est que vous avez déjà effectué un paiement via la solution de paiement MangoPay, solution de paiement sécurisée pour les marketplaces, et que vous avez donc du coup déjà effectué un paiement sur l'une de nos marketplaces clientes. Donc cela traduit deux choses. C'est déjà cette appétence pour le paiement en ligne, tout d'abord, mais aussi cette appétence pour le paiement sur les marketplaces qui est de plus en plus importante et que l'on constate au fur et à mesure des années. L'année dernière, j'avais posé la même question sur l'e-commerce Connect. C'est vrai que tout le monde n'avait pas forcément effectué de paiement en ligne sur ces plateformes-là et on se rend compte de l'évolution, et je vais en parler d'ailleurs juste après. On va étudier les tendances des marketplaces en introduction et on va se rendre compte à quel point la tendance est forte. Mais avant ça, je voudrais vous parler très rapidement de MangoPay en deux mots pour que vous puissiez bien comprendre et contextualiser depuis quel point de vue je viens m'exprimer aujourd'hui. MangoPay, c'est la solution de paiement dédiée au marketplace. J'allais dire que la spécificité de MangoPay, c'est le fait que nous soyons experts du paiement pour les marketplaces, exclusivement pour les marketplaces, à l'inverse de nos concurrents et confrères. Nous ne gérons les paiements que sur ce type de plateforme et non pas sur des plateformes de e-commerce traditionnelles. Donc, je viens vous parler aujourd'hui en tant, j'allais dire, que MangoPay, que spécialiste du paiement pour les marketplaces depuis plus de 7 ans maintenant. Et c'est donc depuis, j'allais dire, ce contexte et ce point de vue très spécifique que je vais vous donner les quelques éléments clés quant au paiement sécurisé sur les marketplaces. Vous avez ici quelques données et quelques chiffres clés qui concernent MangoPay. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est que nous sommes filiales depuis 2015 d'un groupe bancaire, Crédit Mutuel Arkea, et que le volume de transactions géré par MangoPay sur l'année 2019 était d'environ 4 milliards d'euros, pour un volume que l'on espère aux alentours de 6 milliards d'euros cette année, et un peu plus sur les années suivantes, comme vous le voyez ici. Ça vous donne un ordre de grandeur quant à la solution de paiement MangoPay. Pour vous citer quelques-unes de nos références clés, en plus de celles que vous avez pu observer sur la slide précédente: Le Bon Coin, Rakuten, Rue du Commerce, La Redoute Marketplace. Je parle que des marketplaces puisqu'on travaille aussi avec des plateformes de crowdfunding, mais voilà pour les références clés que je peux vous citer quant à MangoPay. Ça vous donne donc quelques éléments de contexte quant à qui MangoPay est et pourquoi nous venons aujourd'hui vous donner un point de vue depuis quel, j'allais dire, axe on vient vous parler des marketplaces. Et d'ailleurs, petite intro sur les marketplaces très rapidement. Qu'est-ce qu'une marketplace pour ceux qui ne le sauraient pas précisément? Une marketplace, c'est une plateforme d'intermédiation entre des acheteurs et des vendeurs où s'effectuent des transactions de biens ou de services. Quels sont les objectifs principaux d'une marketplace? Enrichir son catalogue et optimiser son business model. Quand je parle d'enrichir son catalogue, l'un des facteurs clés de succès d'une marketplace, c'est d'avoir le catalogue de produits et de services le plus riche possible pour finalement générer le plus de trafic, d'interactions et accessoirement favoriser les transactions et donc la croissance de cette marketplace-là. Et justement, il y a quelques leviers de croissance clés pour les marketplaces. Je ne vais pas tous les citer aujourd'hui et puis de toute façon, on y viendra un peu plus dans le détail juste après. Le levier de croissance d'une marketplace, c'est principalement un environnement de confiance. Il faut que l'utilisateur se sente en sécurité sur votre plateforme puisqu'il a quand même affaire à des vendeurs tiers et pas forcément à une marque. Donc la confiance est capitale sur le marketplace, tout comme l'agilité pour un opérateur de marketplace. Et on va en parler plus dans le détail juste après, être capable de s'adapter aux tendances, aux opportunités business. Car comme on va le constater juste après, c'est un segment très dynamique, où la croissance est très forte et il faut savoir s'adapter en permanence quand on est opérateur de marketplace. On va le voir juste après. Donc déjà, pour vous donner quelques éléments, j'allais dire, macro sur, le segment e-commerce, le commerce en ligne. Les chiffres de l'année dernière, les chiffres de la FEVAD, que je ne sors pas de mon chapeau, mais qui sont les chiffres de la FEVAD, le e-commerce en France représente 103,4 milliards d'euros de volume. Et sur ces 103,4 milliards d'euros de volume, un tiers, donc 34 milliards, sont représentés par les ventes sur les marketplaces en France en 2019.
c'est plus de 14% par rapport à l'année précédente. Ça vous donne, je dirais, déjà une première idée de la tendance quant à l'évolution de ce segment des marketplaces et de leur succès. Donc après, la colonne de droite nous intéresse un peu moins, c'est des données un peu plus e-commerce global. Donc, c'est quelques premiers chiffres qui nous donnent une première tendance, je dirais, à l'échelle macro. À une échelle plus micro, à l'échelle de MangoPay en l'occurrence, on a pu également constater la tendance énorme autour des marketplaces via déjà des chiffres, évidemment, de par l'évolution de notre volume, puisque comme je vous l'ai dit en préambule, MangoPay ne travaille qu'avec des marketplaces, ce qui fait que notre volume est forcément impacté par la croissance de celle-ci. Donc l'évolution de notre volume qui est exponentielle, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un volume qui est multiplié par 1,5 tous les ans depuis notre création, et c'est grâce notamment à l'évolution du volume de ces marketplaces-là. Donc c'est une tendance chiffrée tout d'abord, mais c'est aussi une tendance en termes de nombre d'acteurs et de segments, de nouveaux segments qui s'ouvrent sur les marketplaces. Je vous ai fait une petite frise chronologique sans forcément préciser les dates, puisque ce ne sont pas des dates au jour ou au mois près. Mais si vous voulez, pour vous dire qu'à la création de MangoPay, 2012-2013, on a vu une tendance qui était très forte, c'était la tendance du C2C, de la vente de produits entre particuliers sur Vinted ou Vestiaire Collective. C'était au démarrage sur les marketplaces, et d'ailleurs même sur le crowdfunding, avec Ulule par exemple, la tendance très forte, c'était de connecter des individus, des particuliers. Et puis rapidement, aux alentours de 2014-2015, on a constaté une nouvelle tendance, la tendance du B2C, avec des marques qui avaient décidé, des opérateurs qui ont décidé de connecter des vendeurs professionnels à des particuliers. Et les références que je vous cite ici, ce sont tous des clients MangoPay que l'on suit donc depuis un bon moment pour certains. Et donc, c'est des tendances que l'on a pu vraiment observer et suivre au fur et à mesure des années. La troisième tendance, et je dirais que c'est la plus forte qu'on ait connue sur ces dernières années, c'est la tendance du B2B, où on s'est vraiment aperçu qu'il y avait une niche sur le B2B, que finalement les services, les ventes de services et de produits entre professionnels étaient assez poussiéreux et très peu digitalisés, innovants. Et il y a eu une vraie tendance, toutes ces plateformes qui font principalement de l'intermédiation entre des freelances et des grands groupes, comme Malte, comme StaffMe, qui, je dirais, ont flairé cette tendance autour du B2B et qui ont fait ce segment-là, le segment, j'allais dire, le plus en croissance sur ces dernières années, l'intermédiation entre professionnels, avec tout ce que cela implique d'un point de vue des habitudes de consommation, des moyens de paiement, des montants moyens échangés, on en parlera plus en détail. Et je vais terminer cette frise assez rapidement, il ne faut pas qu'on passe trop de temps là-dessus, mais pour vous dire qu'on a observé du coup un retour du C2C, et notamment autour de la seconde vie des produits. Il y a une tendance très forte aujourd'hui autour de la seconde vie. Toutes ces marques-là, ayant constaté, j'allais dire, le succès de Vinted, notamment, se sont dit, mais pourquoi pas moi? Pourquoi je ne pourrais pas faire revenir mes utilisateurs lorsqu'ils vendent un produit chez moi, dans mon univers, plutôt qu'ils aillent vendre mes produits sur Vinted? Donc une tendance très très forte, et toutes ces marques-là, qui sont les clients de MangoPay, mais il y en a bien d'autres qui ne sont pas forcément nos clientes, ont flairé là aussi cette niche, et il y a une tendance très forte autour de la seconde vie des produits. Et enfin, des acteurs historiques qui ont décidé, des retailers historiques qui ont décidé et qui ont, j'allais dire, observé la tendance autour des marketplaces et qui ont donc diversifié leur activité pour certaines. Parfois, j'allais dire, qui ont fait de la marketplace, en tout cas, leur axe de développement majeur. Parfois, c'est de la diversification d'activités comme chez Carrefour. Parfois, c'est, comme Le Bon Coin, vraiment la marketplace au cœur de la croissance. Pour rappel, Le Bon Coin, qui a toujours été une marketplace historiquement, ne permettait pas les transactions en ligne. C'est très récent, et donc Le Bon Coin s'est aperçu à quel point le transactionnel en ligne, et on va y venir un peu plus tard, était clé dans le développement et dans la croissance de son entreprise. Une fois qu'on s'est dit tout ça, qu'on a observé, je dirais, la tendance autour des marketplaces, on se rend compte à quel point ce secteur est porteur, à quel point les opportunités sont nombreuses sur ce segment-là. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner quelques-uns des facteurs clés de succès lorsque l'on crée sa marketplace. Et parmi les facteurs clés de succès qu'on a identifiés, 5 dont je voudrais vous parler et dans lesquels on rentrera dans le détail un par un par la suite. Facteurs clés de succès qui nous paraissent indispensables au succès d'une marketplace. La scalabilité tout d'abord, donc la possibilité d'industrialiser, d'automatiser un maximum de process. L'expérience utilisateur, j'en parlais rapidement, être en mesure de générer, de générer finalement l'expérience utilisateur la plus fluide et dans un environnement de confiance pour les utilisateurs. La monétisation, évidemment. Je parlais du Bon Coin. Monter une marketplace, quand on ne peut pas la monétiser, ça n'a pas grand intérêt si on veut gagner sa vie. Donc, sauf si c'est une marketplace bénévole, pas tellement d'intérêt à monter une marketplace si on n'est pas en mesure de la monétiser. La conformité, puisque créer une marketplace, ça a de très nombreuses implications réglementaires
qu'il faut connaître dès le départ pour ne pas être désagréablement surpris. Et enfin, l'internationalisation, j'en parlais. Une marketplace doit faire preuve d'un maximum d'agilité pour, j'allais dire, s'adapter rapidement aux opportunités business qu'elle pourrait identifier, et notamment d'un point de vue de l'ouverture à l'international de sa plateforme, et on y viendra dans le détail. Est-ce que vous observez un point commun entre ces 5 facteurs clés de succès-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux? Pour les personnes présentes physiquement, en ligne, on aura du mal à avoir les réponses. Alors, je vais vous aider. C'est le paiement en ligne, le paiement sécurisé. Tous ces facteurs clés de succès sont intimement liés à l'expérience de paiement sécurisé. Toutes. Et vous allez voir juste après pourquoi. Ce qui nous permet d'affirmer que le paiement sécurisé sur les marketplaces est la pierre angulaire du succès de celle-ci. Et je vais vous expliquer pourquoi dans le détail. Tout d'abord, le premier facteur clé de succès, la scalabilité. Une marketplace doit être en mesure, l'objet premier d'une marketplace, c'est de générer un maximum de trafic, de générer la communauté la plus grande possible pour favoriser les interactions et donc la croissance. Si on veut générer un maximum de trafic, il faut être en mesure d'automatiser un maximum de process. Les process manuels sont un frein, ils sont source d'erreurs, de coûts humains, financiers. Et quand je parle d'automatisation des process, je ne parle pas forcément de l'automatisation de l'expérience utilisateur ou de l'expérience de paiement. Je parle également des process internes pour la marketplace, qui ne doit pas avoir à gérer manuellement tous ces flux financiers. Ce n'est pas son métier. La marketplace est censée se concentrer, se focaliser sur la croissance de son activité, donc investir en marketing, en communication, en recrutement de sa communauté. C'est la raison pour laquelle nous, MangoPay, préconisons une automatisation maximale de l'ensemble des flux et des process monétiques. De manière très concrète, une automatisation des paiements entrants, mettre en place du prélèvement automatique sur ces utilisateurs, que ce soit sur leur carte bancaire ou via des prélèvements, des mandats de prélèvement qui sont signés électroniquement en ligne, via du paiement one click, donc permettre à l'utilisateur d'enregistrer sa carte et de ne pas avoir à le faire à chaque fois qu'il paye sur votre plateforme, d'automatiser un maximum de flux financiers quant au paiement entrant. On peut également automatiser, c'est ce que nous préconisons, les règles métiers, c'est-à-dire que la plateforme doit être en mesure de dire « voilà, moi j'ai décidé de prendre une commission qui est celle-ci, à tel moment du flux financier, sur l'acheteur, sur le vendeur. J'adapte ma commission en fonction des vendeurs si ce sont des professionnels et si je n'ai pas les mêmes conditions pour chacun. » En somme, être en mesure d'automatiser ces règles métiers-là et de dire que la plateforme peut monétiser de manière tout à fait automatique l'ensemble de son trafic. Et enfin, une automatisation de ce que l'on appelle le KYC ou du paiement des vendeurs. Le KYC, on va y venir, c'est le fait d'obtenir les documents justificatifs de la part des utilisateurs. C'est une obligation réglementaire. Ce process-là peut être automatisé aussi. C'est-à-dire que la plateforme est en mesure, grâce à des prestataires de paiement comme nous, de ne pas avoir à gérer manuellement ces opérations, l'utilisateur pouvant télécharger les documents sur la plateforme qui nous arriveront directement, sans action manuelle de la plateforme. Donc ça aussi, c'est automatisable, tout comme le reversement de leurs fonds aux vendeurs. Il est tout à fait possible d'automatiser à la fréquence souhaitée, tous les jours, tous les 10 jours, tous les 10 ans s'il le faut, le virement vers les vendeurs. Il est même possible de laisser la main aux vendeurs pour retirer eux-mêmes leur argent. En somme, tout est envisageable, mais surtout, tout est automatisable. Et c'est évidemment ce que nous préconisons pour maximiser, favoriser, j'allais dire, la scalabilité d'une marketplace qui est capitale dans le sens où, encore une fois, l'objectif est de recruter un maximum d'utilisateurs et de générer un maximum de flux. Le modèle économique d'une marketplace étant basé sur une commission à la transaction. Si on veut que la commission soit la plus importante possible, il faut que les transactions soient les plus nombreuses possibles. D'où l'importance d'automatiser un maximum de process. L'expérience utilisateur ensuite. Il est capital pour une marketplace issue de l'économie collaborative finalement, de générer un maximum de confiance sur sa plateforme pour favoriser là aussi les transactions et les interactions entre utilisateurs. Il y a une pionnière de l'économie collaborative qui disait « la confiance sera la monnaie du 21e siècle » et c'est totalement vrai dans le sens où, encore une fois, on demande à des utilisateurs d'interagir entre eux avec des tiers qu'ils ne connaissent pas, avec qui ils n'ont pas forcément d'historique ou de passif. Il faut pouvoir rassurer l'utilisateur à minima dans son parcours sur notre plateforme. C'est pour cela que les préconisations quant à l'expérience utilisateur sont les suivantes. Ce parcours-là, il doit être fluide, intuitif et personnalisé. C'est-à-dire que l'utilisateur, il ne doit pas avoir l'impression de voyager d'une plateforme à une autre, d'être redirigé au moment du paiement. L'utilisateur, il doit rester dans l'environnement de la marketplace du début à la fin de son parcours. Et ça, c'est tout à fait possible grâce à un principe que l'on appelle la marque blanche. Et c'est l'un des premiers critères qui doit être, j'allais dire, surveillé quand on choisit son prestataire de paiement sécurisé, c'est qu'il
propose une solution 100% en marque blanche, depuis la page d'inscription jusqu'à la page de paiement. Et c'est le cas de MangoPay, qui est une API de paiement, qui est une solution de back-end, qui est finalement connectée au serveur de la plateforme, qui n'est absolument pas visible par l'utilisateur. Si vous avez déjà utilisé Vinted ou Le Bon Coin, vous vous êtes rendu compte, quand vous créez votre compte sur Vinted ou sur Le Bon Coin, vous êtes sur Vinted ou Le Bon Coin. Quand vous payez la page de paiement, vous n'êtes pas redirigé sur un site tiers. Donc, c'est l'une des clés pour générer de la confiance auprès des utilisateurs, c'est cette expérience fluide, intuitive et personnalisée. Comme je le disais auparavant, l'opérateur doit garder la main à 100% sur son expérience utilisateur et l'interface qu'il va proposer à ces utilisateurs-là. Donc, on ne doit pas lui imposer à l'opérateur de marketplace des templates, une charte graphique. C'est la plateforme qui doit garder la main à 100% pour générer cette confiance et rassurer l'utilisateur dans son parcours. Et enfin, l'utilisateur doit être en mesure de bénéficier de l'ensemble des outils et des automatisations proposées à la marketplace sans forcément savoir qu'il a affaire à la solution de paiement. Je prends l'exemple très concret de ce que l'on appelle la fonctionnalité d'IBANisation. MangoPay propose une fonctionnalité qui finalement permet de générer un IBAN unique à chaque wallet sur une plateforme, pour vous dire que si demain vous allez payer sur Le Bon Coin pour une transaction automobile, Le Bon Coin va vous générer un IBAN qui sera finalement l'IBAN rattaché à votre wallet individuel. C'est-à-dire que vous serez en mesure d'enregistrer cet IBAN sur votre interface bancaire, Société Générale ou que sais-je. Ça sera toujours le même IBAN quand vous irez faire des paiements sur Le Bon Coin. Pour vous dire que, d'un point de vue de l'expérience utilisateur, Le Bon Coin est en mesure de créer un IBAN personnalisé, brandé Le Bon Coin, de dire à l'utilisateur « voici ton IBAN sur ma plateforme », ce sera toujours le même. Et l'exemple vaut pour la plateforme Malte, la plateforme entre des grands groupes et des freelances, où finalement Malte génère des IBAN uniques aux grands groupes qui effectuent les paiements, je pense à L'Oréal, est en mesure de dire à L'Oréal, voilà, vous avez votre IBAN sur Malte, ce sera toujours le même, votre service comptabilité peut l'enregistrer dans son SI, ça sera toujours le même. Pour vous dire que l'expérience utilisateur peut être largement personnalisée, même totalement, et donc générer un maximum de fluidité et de confiance grâce à des outils qui vous sont mis à disposition par le prestataire de paiement. Très rapidement là-dessus, l'une des autres clés pour générer de la confiance sur sa plateforme, c'est la communauté. C'est ce qui a fait le succès des plateformes C2C, des marketplaces C2C comme Vinted ou Vestiaire Collective, c'est le fait de pouvoir générer une communauté d'utilisateurs et de la faire vivre. Ce qui fonctionne très bien, on le constate sur Vinted ou Vestiaire Collective, c'est le système de notation, de rating, où finalement, ça génère là aussi de la confiance, de savoir qu'on a affaire à un vendeur fiable. Ce qui génère aussi de la confiance, c'est d'avoir affaire toujours au même vendeur. Une fois qu'on a fait des transactions avec un vendeur, on sait qu'il est fiable, on sait qu'on pourra de nouveau interagir avec lui après. Générer et animer sa communauté, c'est un facteur clé de succès, notamment pour générer de la confiance sur sa plateforme. C'est ce qui a fait le succès des Vinted et des Vestiaires Collectifs, qui ont du mal à démarrer, pour être très honnête, qui n'arrivaient pas forcément à générer le trafic souhaité, surtout sur des marges très faibles, donc il y avait du mal, j'allais dire, à vivre au début, et qui finalement ont énormément accéléré à partir du jour où elles ont réussi à créer cette communauté sur leur plateforme parce que ça a généré cet environnement de confiance qui a favorisé cette croissance-là. Le troisième facteur clé de succès dont je vous parlais, c'est la monétisation. Par définition, le modèle économique d'une marketplace, c'est de prendre une commission à la transaction. La promesse de valeur d'une marketplace, c'est de dire je vous connecte, acheteur et vendeur, et moi je prends une commission pour vous avoir mis en relation, avoir favorisé votre interaction. La question, c'est, si le modèle économique repose sur une commission à la transaction, comment la marketplace peut-elle faire pour venir se servir, entre guillemets, sur une transaction, si elle ne garde pas la main, elle ne garde pas cette transaction au sein de son environnement? C'était toute la problématique du Bon Coin, qui finalement permettait aux utilisateurs de payer la main à la main, en dehors de la plateforme, et qui n'avaient pas du coup la possibilité de monétiser, de prendre une commission sur ces transactions. Donc par définition, là aussi, on constate que pour monétiser, j'allais dire pour favoriser et faciliter cette monétisation, pour une marketplace dont le modèle économique est basé sur une prise de commission à la transaction, il faut garder cette transaction au sein de son environnement et il ne faut pas, j'allais dire, favoriser les transactions hors ligne. Le modèle économique de la marketplace doit donc être adapté à la typologie d'utilisateurs et d'activités. C'est un fait aussi. On ne peut pas dire, quand on est une marketplace, je vais appliquer la même commission à un particulier qui vient acheter des vêtements et à un professionnel qui vient payer pour une prestation de service. À aucun moment, le prestataire de paiement ne doit imposer à la marketplace un modèle économique, le prestataire de paiement ou qui que ce soit d'autre. C'est pour ça que le fait d'avoir recours à un prestataire de paiement sécurisé comme MangoPay ou d'autres permettent à la plateforme de remplir l'ensemble de ces critères, puisqu'elle va lui permettre, comme je le disais en amont, d'automatiser la prise de commission,
de paramétrer de manière tout à fait automatisée la prise de commission. Il est tout à fait possible de faire varier la commission d'un vendeur à un autre. Si toutefois on est un Malte, par exemple, on ne va peut-être pas charger le freelance A au même titre que le freelance B. Tout ça pour vous dire qu'il est tout à fait possible d'automatiser ces règles métiers et donc d'aller prendre sa commission de manière tout à fait automatisée là aussi, sans action manuelle. Et je vous ai pris 3 exemples très concrets de 3 clients MangoPay, où pour 3 clients, on constate 3 modèles économiques différents. Vinted qui vient prendre une commission sur les acheteurs, Paycar, que vous connaissez peut-être, qui est une solution de sécurisation des transactions pour les automobiles là aussi, qui vient prendre une commission fixe sur ses vendeurs, c'est toujours 29 €, peu importe le montant de la voiture, alors que Vinted, c'est variable selon le montant de la transaction, et Malte, qui vient prendre une commission variable selon les freelances. Tout ça pour vous dire que le prestataire de services de paiement sécurisé doit permettre à la plateforme, doit lui apporter cette liberté-là et cette agilité-là quant à la prise de commission et au modèle économique qu'elle pourra appliquer à ses utilisateurs. Donc là aussi, on constate que le prestataire de services de paiement sécurisé et finalement joue un rôle clé dans cette étape de monétisation pour une marketplace. La mise en conformité, j'allais dire, qui est la partie peut-être la plus stratégique, en tout cas la plus obligatoire. Une marketplace, pour vous faire une petite intro sur le contexte réglementaire, qu'est-ce qu'une marketplace? Son rôle, c'est d'être un tiers de confiance. La marketplace, elle doit fluidifier, superviser et sécuriser les interactions entre les acheteurs et les vendeurs, et elle doit gérer les flux conformément à la réglementation et aux intérêts de ses utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? La première chose à retenir, qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'une marketplace n'a absolument pas le droit d'encaisser de l'argent pour le compte de ses utilisateurs. C'est absolument interdit, sauf agrément bancaire ou exemption bancaire. Il faut garder en tête qu'une marketplace n'a pas le droit de faire transiter par ses comptes bancaires des fonds qui ne lui appartiennent pas, les fonds de ses utilisateurs. L'éditeur donc de la marketplace, l'opérateur, doit donc s'en tenir à son rôle de simple prestataire technique. Et c'est, j'allais dire, l'autorité de contrôle, qui est l'ACPR en France en l'occurrence, qui veille à ce que ces opérateurs-là se mettent en conformité. Beaucoup se sont dit, oui, je sais que je n'ai pas le droit, je vais le faire, personne ne va m'embêter avec ça. Je peux vous assurer, pour l'avoir pour l'avoir observé, que vous avez beau faire des milliards d'euros de flux, vous avez beau être coté en bourse, si vous ne respectez pas la réglementation, la CPA va vous taper sur les doigts gentiment une première fois, moins gentiment une seconde fois, et si elle vient la troisième fois, ça veut dire qu'il faut fermer la plateforme. Donc autant vous dire que c'est un point capital à garder en tête. Donc comment répondre à cette obligation réglementaire-là? Bénéficier d'une exemption bancaire, ou alors carrément obtenir le statut d'établissement de paiement, au même titre qu'une banque. Les 2 premières solutions, c'est des années de dossiers à monter, des garanties financières à apporter. Autant vous dire que c'est quasi impossible, sauf quand on s'appelle Blablacar, par exemple, ou Amazon. Ou alors, la solution la plus simple et que l'on préconise évidemment, c'est faire appel à un PSP qui est, lui, habilité à manipuler ces flux financiers-là et qui, lui, possède un agrément bancaire dont il vous fera bénéficier. C'est la promesse des prestataires de services de paiement sécurisés et qui donc finalement vous permettent de la manière la plus facile, j'allais dire, et accessible possible, d'être en totale conformité avec la réglementation. Je vais passer très rapidement là-dessus, mais pour vous dire que des obligations réglementaires, il en existe beaucoup encadrant les marketplaces, et notamment celles qu'on appelle l'AML ou la DSP2. L'AML, c'est l'anti-money laundering qui vise à monitorer justement le blanchiment d'argent et le financement d'activités illégales, dont le terrorisme, sur les marketplaces. Ce que ça implique concrètement, c'est que c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, on est dans l'obligation de demander des documents justificatifs aux utilisateurs. C'est pour, j'allais dire, surveiller ce type de comportement frauduleux. Il y a la DSP2, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ici, normalement oui. La DSP2, qui est la directive des services de paiement, et qui finalement est une directive européenne qui vise à renforcer l'authentification des utilisateurs lors des transactions en ligne, notamment ce qu'on appelle la Strong Customer Authentication. Donc ça va concerner principalement les banques, qui vont devoir donc doublement authentifier leurs utilisateurs quand ils se connecteront à leur interface, mais ça va aussi concerner les e-commerçants et les marketplaces, qui vont devoir là aussi effectuer ce qu'on appelle cette Strong Customer Authentication, via un protocole que l'on appelle le 3D Secure, que vous connaissez certainement, avec une nouvelle version de ce protocole-là qui s'appelle le 3D Secure 2.0, 2.1, 2.2, peu importe. L'idée, c'est que la réglementation européenne veut que le contrôle des utilisateurs soit de plus en plus renforcé. Et ces mesures qui devraient déjà être en place depuis septembre dernier ont été retardées notamment à cause du Covid, mais pas que. Il y a un retard qui a été pris par les banques depuis un petit moment, mais qui devrait apparaître
je dirais sans trop m'avancer et sans rien garantir, début d'année 2021. Donc ce sont vraiment des éléments à retenir. Et tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que le prestataire de services de paiement sécurisé est là, joue le rôle, j'allais dire, de conseil et surtout met à disposition l'ensemble des outils à la marketplace pour répondre à ces obligations réglementaires. Et notamment, quelles obligations? Quelles sont les implications très concrètes et opérationnelles pour une marketplace? D'abord, la marketplace, elle doit s'enregistrer auprès du régulateur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir être en mesure de manipuler des flux pour le compte de tiers, il faut être déclaré auprès du régulateur. Donc soit obtenir son propre agrément, soit bénéficier de l'agrément du prestataire de services de paiement. Le PSP, sa promesse de valeur, sa proposition de valeur, c'est de dire « je m'occupe pour toi, marketplace, de l'ensemble de ces démarches administratives et d'enregistrement. Tu n'as qu'à signer mon contrat et à m'envoyer 6 ou 7 documents justificatifs lors de l'onboarding, je m'occupe de t'enregistrer auprès du régulateur. » C'est la promesse de valeur d'un prestataire de services de paiement sécurisé qui s'occupe de toutes ces démarches-là. Deuxième implication réglementaire opérationnelle pour la plateforme, c'est la régularisation et la sécurisation des transactions qui doivent obligatoirement transiter, ces transactions-là, par des comptes de cantonnement. C'est une obligation réglementaire. On ne peut pas, encore une fois, encaisser des fonds sur son compte et ces flux-là doivent transiter par des comptes de cantonnement régulés et sécurisés. Et enfin, les implications concrètes, c'est ces fameuses diligences KYC, KYB, c'est-à-dire obtenir les documents justificatifs de ces utilisateurs à un moment donné dans leur parcours sur la plateforme. Et je le préciserai juste après. Ces obligations réglementaires-là, elles sont incontournables. Donc la question à se poser, ce n'est pas comment je pourrais les contourner, c'est comment je pourrais les absorber de la manière la plus indolore possible pour mes utilisateurs. De toute façon, il n'y a pas tellement de questions à se poser, il faut simplement se dire comment je gère ces contraintes, ces obligations réglementaires. La réponse est assez simple. Faites appel à un prestataire de services de paiement sécurisé. Pourquoi? Car ce prestataire de services de paiement, il sera là non seulement pour vous apporter son expertise, son accompagnement, mais aussi ses outils. Et il est censé, en tout cas c'est notre promesse de valeur côté MangoPay, il est censé vous aider à transformer ces contraintes réglementaires, j'allais dire en avantage concurrentiel, ou en tout cas en gage de sécurisation, puisqu'il est tout à fait possible, on va voir avec des exemples concrets juste après, d'intégrer ces règles de telle sorte à ce qu'elles deviennent finalement un gage de confiance, d'attractivité, de fiabilité sur votre plateforme. Puisque ces règles, elles existent. Autant les utiliser de la bonne manière pour faire en sorte d'expliquer à vos utilisateurs que vous êtes ils sont dans un environnement de confiance. Et que justement, ces contrôles-là permettent de limiter au maximum la fraude et les problématiques sur la plateforme. Je prends des exemples très concrets. L'authentification KYC, KYB. Donc le fait de demander des documents justificatifs à vos vendeurs. Cette obligation-là, côté MangoPay, elle s'applique au premier euro de payout. C'est-à-dire que dès lors qu'un utilisateur vendeur voudra recevoir le premier virement depuis la plateforme vers son compte bancaire, de sa vie sur la plateforme, il faut qu'on ait obtenu les documents et qu'on les ait analysés en amont. Du coup, vous allez vous dire, mais il faut que ces documents-là, je les ai obtenus avant de faire le premier virement au vendeur. Oui, mais ce n'est pas si grave, puisque ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes tout à fait en mesure de dire à vos vendeurs, vous pouvez commencer à faire vos ventes, à délivrer vos prestations, à collecter des fonds sur votre e-wallet de manière totalement libre. Par contre, les prévenir suffisamment en amont pour leur dire garde en tête que le jour où tu voudras récupérer tes fonds pour la première fois, il faudra qu'on ait obtenu tes documents. Pour vous dire que vous avez une certaine flexibilité et que vous pouvez et vous devez même vous appuyer sur les fonctionnalités d'un prestataire de paiement pour ce faire, en expliquant, comme le font par exemple Pumpkin ou Wallapop, ou même Vinted, qui disent je te mets à disposition un e-wallet, tu peux commencer à créer ton compte, créer ton e-wallet et à faire des ventes, à collecter de l'argent dessus et à ne pas forcément envoyer tes documents en amont de tes premières ventes. En gros, les fonctionnalités de MangoPay vous permettent de vous appuyer sur celle-ci pour offrir une certaine flexibilité et de ne pas faire de cette contrainte KYC un frein à l'entrée. Mais à l'inverse, un Malte va rendre obligatoire l'authentification KYB en l'occurrence, puisque ce sont des professionnels de ces freelances, pour valider leur compte. C'est un gage de sécurité que Malte met en place. Malte explique que si le freelance sera en mesure de s'inscrire sur la plateforme et de délivrer des prestations qu'une fois qu'il aura été validé à tous les niveaux. Ce qui est un gage de sécurisation pour les grands groupes en face comme L'Oréal ou d'autres. Donc pour vous dire que cette obligation peut être tournée de différentes manières pour en faire un avantage, une force, un gage de sécurisation. Idem pour la partie cantonnement. Je vous l'ai dit, cantonner des fonds faire transiter des fonds par des comptes de cantonnement est une obligation réglementaire. Mais c'est à la fois
un avantage. Et ça offre une certaine liberté aux plateformes, puisqu'il n'y a aucune contrainte de temps ni de montant quant à la sauvegarde, j'allais dire, des fonds sur ces comptes-là. Il n'y a aucune contrainte quant aux règles, au process et à la date de libération de ces fonds. Et il n'y a aucune contrainte quant à la mise à disposition de la fonctionnalité de wallet. Ce n'était pas une obligation de dire à un utilisateur qu'il a un e-wallet dans votre plateforme. La plateforme peut très bien dire tu achètes, tu vends, mais tu ne peux pas sauvegarder d'argent sur son compte. C'est dommage. On préconise, nous, évidemment, la mise en place de cette fonctionnalité de e-wallet. Tout ça pour vous dire quoi? Qu'il y a certains de nos clients qui ont basé leur proposition de valeur sur ce système de e-wallet en disant moi, Obvi, solution de sécurisation des transactions sur les marketplaces, je vous offre l'opportunité de faire votre paiement de 100 € pour la table basse que vous allez acheter sur Obvi, ce qui veut dire que les fonds sont bloqués, ils sont sécurisés tant que le vendeur n'a pas livré le produit et que vous n'avez pas confirmé tous les deux que la transaction est conforme. En somme, les logos, en tout cas les marques et les marchands que vous voyez en dessous, ont basé leur offre de valeur sur la technologie des e-wallets et s'en servent pour justement dire à leurs utilisateurs la transaction, elle est fiable. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise, vous ne vous rendrez pas sur le lieu de rendez-vous en vous retrouvant face à quelqu'un qui va essayer de vous arnaquer ou de vous voler votre chèque et de partir ensuite. Là, vous mettez de l'argent sur ma solution, l'argent il est sécurisé, disponible immédiatement, il ne sera débloqué que lorsque vous aurez tous les deux donné votre accord. Donc, en synthèse, faire de ces obligations réglementaires que sont les diligences KYC ou le transit par des comptes de cantonnement des gages de sécurisation pour attirer les utilisateurs et les rassurer. Le dernier facteur clé de succès, l'internationalisation. Comme je le disais auparavant, l'une des forces majeures d'une marketplace doit être l'agilité. À tout niveau. La marketplace, comme je l'ai dit, elle évolue dans un environnement très dynamique, très concurrentiel, de plus en plus concurrentiel. Il faut qu'elle soit en mesure, de manière très rapide et très agile, d'identifier les nouvelles opportunités business, les nouveaux leviers de croissance. L'internationalisation, en fait partie. Pourquoi? D'abord parce que cette tendance très forte autour des marketplaces, elle est mondiale, elle ne s'arrête pas à la France. Ensuite, parce qu'elle est principalement due, et c'est la raison pour laquelle elle est mondiale, à la suppression des frontières géographiques. Aujourd'hui, une marketplace offre une liberté quant aux frontières géographiques qui est énorme. Aujourd'hui, sur Vinted, vous êtes en mesure d'acheter et de vendre à des utilisateurs qui sont basés en France, mais pas que, en Belgique, en Italie, en Espagne. C'est la force de ces marketplaces-là, et j'insiste, le succès d'une marketplace repose principalement sur un catalogue de produits et de services le plus large possible, le plus fourni possible. Et donc, à partir du moment où on décide de se cantonner à une zone géographique précise, forcément, on se ferme des portes et on limite mathématiquement la possibilité d'avoir un catalogue le plus large possible. C'est pour ces raisons que l'internationalisation est un facteur clé de succès des marketplaces. Alors, ça ne veut pas dire, pour l'observer depuis quelques années maintenant, qu'il faut, dès le départ, se dire « j'adresse le monde entier ». J'adresse l'international. Non, il faut commencer sur une zone bien précise, et dès lors que cette zone-là est éprouvée, que ça fonctionne, qu'on a pu ajuster un peu le tir sur certains aspects, se dire qu'on va s'ouvrir à d'autres marchés. C'est ce que font la majeure partie de nos clients qui commencent sur une zone bien précise, principalement la France, puisqu'on travaille beaucoup avec des marchands français, mais qui se disent, moi, à terme, d'ici 6, 12, 18 mois, j'ai pour objectif d'adresser les pays frontaliers. Belgique, Espagne, peu importe. Et si ça fonctionne bien, 12 à 24 mois après, j'adresserai toute l'Europe, puis potentiellement les États-Unis. Bref, il faut dès le départ se mettre dans la posture d'une marketplace qui adressera non pas seulement un marché précis, mais qui pourra être scalable et qui pourra s'internationaliser. C'est extrêmement important et c'est l'un des facteurs clés de succès de ces marketplaces-là. Et là aussi, cette slide n'est pas très digeste, mais je vais vous la détailler à l'oral, c'est là aussi l'opportunité finalement de souligner à quel point le bon succès, ou le succès en tout cas de l'internationalisation, est intimement lié au prestataire de paiement sécurisé. Pourquoi? Parce que le prestataire de paiement sécurisé, c'est accessoirement son métier, de vous dire, voilà, sur tel marché, quelles sont les contraintes ou alors les opportunités locales en termes d'habitude de paiement. Par exemple, en Allemagne, on utilise très peu la carte bancaire, voire pas du tout. En Belgique, on utilise quasi exclusivement Bancontact ou Maestro. Aux Pays-Bas, on utilise quasi exclusivement iDeal. Bref, l'opérateur de marketplace n'est pas censé être un expert du paiement, il n'est pas censé savoir tout ça. C'est la raison pour laquelle l'appui d'un prestataire de services de paiement sécurisé est quasi indispensable. Et nous, MangoPay, étant européens depuis notre création, depuis 2013, avons pu, et aussi grâce à nos clients, qui à un moment donné
ont été des locomotives pour nous en nous disant, bah voilà, j'ai identifié tel moyen de paiement dans telle zone géographique, est-ce que tu peux m'accompagner? On a fait évidemment le nécessaire pour ce faire, pour vous dire que le prestataire de services de paiement sécurisé bénéficie normalement d'une expertise locale qui permet à la marketplace d'identifier plus rapidement, plus facilement les opportunités. Les identifier, c'est bien, mais les adresser, c'est mieux. Une fois qu'on les a identifiés, il faut que le prestataire soit en mesure de vous mettre ses moyens de paiement locaux à disposition pour vous permettre de faire ces transactions et de les favoriser dans une zone géographique bien précise. On parle de moyens de paiement, mais on parle aussi de devises. C'est le cas de MangoPay qui propose, comme je vous en ai cité quelques-uns, une grosse dizaine de moyens de paiement locaux, plus une bonne quinzaine de devises. Pourquoi? Parce que si vous dites à un utilisateur qui est basé aux États-Unis, bah, ta transaction, tu l'as fait forcément en euros sur ma plateforme, ça veut dire qu'il va avoir des frais de conversion de la part de sa banque. Et en termes d'expérience utilisateur, ce n'est pas idéal. Tout ça pour vous dire que le prestataire de paiement doit être en mesure de vous mettre à disposition ses fonctionnalités et moyens de paiement. Et enfin, la partie conformité, j'en ai déjà parlé, mais s'internationaliser, il faut être sûr d'être en mesure de le faire. Et en signant avec un prestataire de services de paiement dont l'agrément est passeporté partout en Europe, cela vous permet déjà d'envisager de monter des entités locales, de ne pas forcément garder votre entité française pour commencer à travailler sur l'Espagne, par exemple, puisque MangoPay est passeporté partout en Europe. Donc en signant avec toutes vos antennes au sein de l'espace économique européen avec MangoPay, vous serez en conformité avec la réglementation. Idem pour la partie internationale, où MangoPay vous permet d'adresser, j'allais dire quasi l'ensemble du globe, excepté les pays que l'on appelle les pays blacklistés. Et là aussi, c'est le métier du prestataire de services de paiement de vous dire ces pays-là sont interdits pour des raisons politiques, pour des raisons de risque liées à la situation géopolitique de ces pays-là. Et le prestataire de services de paiement doit vous accompagner là aussi, vous mettre à disposition l'ensemble des listes, mais aussi l'ensemble des contraintes, vous empêchant de vous mettre en risque, et nous avec, sur certaines zones géographiques. Et je crois que c'était tout pour moi, en effet. Merci beaucoup pour votre attention et du coup, on va laisser la place aux questions. Parfait pour le timing. Il nous reste 7 minutes pour les questions. Est-ce que le public a des questions? Oui, monsieur. Je vais vous tendre le micro. Ne le touchez pas pour des raisons sanitaires, s'il vous plaît. Donc, vous gérez via votre plateforme aussi la notion d'abonnement ou pas? Et est-ce que dans des marketplaces où il n'y a pas de système de commissionnement sur les achats, sur les transactions, c'est possible aussi? Absolument. Première partie de la question, oui, nous permettons au marketplace de gérer une partie abonnement, puisque finalement, MangoPay met à disposition des fonctionnalités qui, même si à la base sont dédiées, j'allais dire à l'encaissement pour le compte de tiers, permettent de répondre à ce besoin d'abonnement en mettant en place du prélèvement récurrent sur la carte d'un utilisateur, faisant ce qu'on appelle du SDD, donc du prélèvement bancaire via mandat électronique qui est signé là aussi sur la plateforme. Je vous confirme donc que nous mettons à disposition l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à la bonne gestion de vos abonnements sur la plateforme. Ça, c'est le premier point. Le second point, il n'existe strictement aucune obligation quant à la prise de commission et au modèle économique de la marketplace, bien au contraire. On met à disposition un outil. Si la marketplace décide de ne pas prendre de commission, ce qui arrive, je n'allais pas dire souvent, mais ce qui arrive de temps en temps, c'est tout à fait possible. À l'inverse, si elle décide de prendre une commission sur l'acheteur, sur le vendeur, partout, elle le peut aussi. En somme, vous avez à disposition tous les outils qui vous permettent de faire absolument ce que vous voulez quant au modèle économique. C'est là aussi la force d'une API de paiement. C'est une brique technique que vous venez plugger et que vous venez interroger selon vos règles que vous aurez mises en place. Donc là aussi, il est tout à fait envisageable de ne pas prendre de commission, je vous le confirme. Sachant, et je précise que MangoPay ne prend pas ses commissions sur les transactions entre utilisateurs. C'est très important. MangoPay contractualise avec l'opérateur de marketplace. C'est donc l'opérateur que MangoPay viendra facturer en fin de mois, en dehors de la marketplace. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre une commission pour compenser celle de MangoPay à vos utilisateurs. Puisque cette partie, je dirais, commissionnement entre MangoPay et la marketplace est gérée vraiment en dehors et absolument pas sur les transactions. Ce qui vous oblige encore moins à prendre des commissions si vous n'en avez pas envie. Est-ce que le public a d'autres questions? Bonjour. Enfin, rebonjour. Rebonjour. Vous avez évoqué la gestion e-wallet entre le vendeur et du coup la marketplace. Et j'avais une question, est-ce que vous proposez d'automatiser finalement l'acceptation, enfin la validation de la transaction qui a eu lieu entre le vendeur et le client final? Par exemple, je prends mon exemple, je travaille chez Suzuki et on cherche à mettre en place un site e-commerce, mais on aimerait que la transaction financière soit validée une fois que finalement on a remis en main propre
la veste pour le coup, c'est du corporate. Et on voulait savoir si c'était possible du coup d'automatiser la validation de la transaction entre les deux parties prenantes. Absolument, je vous le confirme, et c'est ce que j'ai essayé de traduire dans les exemples de Vinted ou Le Bon Coin ou d'autres. C'est-à-dire que nous, encore une fois, en tant qu'API de paiement, donc vraiment brique technique pluguée sur vos serveurs, comment ça va se passer? C'est vous qui allez décider en tant qu'opérateur de marketplace de nous dire, nous on ne fait qu'exécuter des ordres, donc c'est vous qui allez nous dire, MangoPay, vous pouvez débloquer la transaction parce que les utilisateurs ont tous les deux appuyé sur un bouton ou coché une case sur le front office qui ont permis de déclencher cette transaction-là. En somme, nous allons venir exécuter les ordres que vous nous enverrez. Donc si vous décidez que la transaction doit se déclencher au moment où l'acheteur et le vendeur ont tous les deux approuvé la transaction et que le produit a bien été livré, c'est vous qui déciderez de la manière, je dirais, avec laquelle vous allez déclencher l'ordre. Est-ce que c'est l'utilisateur qui le fait? Est-ce que c'est au niveau de la plateforme? Est-ce que c'est automatique quand, je ne sais pas, Chronopost a bien scanné le colis? Tout est envisageable. L'idée, c'est simplement de venir plugger notre API à votre plateforme pour nous dire, en gros, quel ordre doit déclencher quel flux. Donc, en somme, la réponse est oui, vous pouvez tout à fait mettre en place ce type de modèle économique et de règle métier plutôt. Une dernière question peut-être? Sinon, moi j'en ai une peut-être. Est-ce que dans les années qui viennent, MangoPay prévoit de sortir de nouvelles fonctionnalités? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans le pipeline? Oui, c'est une très bonne question. On est en ce moment même en train, je dirais, d'effectuer les derniers tests sur quelques fonctionnalités majeures qui vont arriver ces prochains mois, et notamment l'instant payment, ou virement instantané, qui finalement est une fonctionnalité qui permettra de faire et de recevoir des virements bancaires en quelques secondes, sans attendre le délai interbancaire que l'on connaît aujourd'hui de 48 à 72 heures. Le virement instantané est une fonctionnalité qui n'est pas encore pleinement, je dirais, lancée au niveau des banques. C'est la raison pour laquelle nous, les prestataires de services de paiement, ne la lançons que maintenant. Et je vous confirme que côté MangoPay, l'objectif, la bêta privée a été lancée courant de la semaine dernière, qu'on va poursuivre cette bêta jusqu'à la fin de l'année, que l'objectif c'est d'avoir l'instant payment, donc le virement instantané, disponible au grand public début du premier trimestre 2021. C'est la première fonctionnalité majeure que l'on va ajouter, les autres étant arrivés très récemment aussi ces derniers jours, les moyens de paiement que sont Apple Pay, Google Pay. Qu'est-ce que je pourrais vous citer d'autre comme fonctionnalité? J'ai parlé tout à l'heure de l'IBANisation, cette fameuse fonctionnalité permettant de générer un IBAN unique rattaché à un wallet donné, permettant à la plateforme une totale automatisation de la bonne allocation des fonds vers un wallet donné et une amélioration de l'expérience utilisateur également. Cette fonctionnalité, aujourd'hui, elle n'existe qu'en France, chez MangoPay, uniquement avec des IBAN français, depuis à peu près 2 ans, je dirais. L'objectif, c'est de lancer des IBAN locaux, là aussi, courant du premier trimestre 2021, en permettant de générer des IBAN espagnols, allemands, suisses, belges, et donc permettre d'aller encore plus loin dans l'amélioration de l'expérience utilisateur, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on permet de générer un IBAN français à un utilisateur qui est basé au Portugal, bon, ce n'est pas l'expérience utilisateur la plus optimale possible. Donc cette fonctionnalité est en cours aussi de développement et d'internationalisation, j'allais dire. Voilà pour les fonctionnalités majeures qui sont en cours de développement chez MangoPay. Parfait. Eh bien, écoutez, 11h39, on est bon. Merci beaucoup. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à tous.